Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité, ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie ? Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier, nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. À la sortie de son diplôme de maraîcher, Gurvan s'est frotté à la culture productiviste des fraises. Désireux de produire d'une manière plus respectueuse de l'environnement, il a découvert, au détour d'un stage à la ferme de Kerentosfal, l'agriculture biologique et la pluriactivité. Maraîcher, céréalier, éleveur, meunier, boulanger, vendeur sur les marchés, webmaster et bien d'autres choses encore. Devenu co-gestionnaire de cette ferme, il nous raconte les raisons d'un tel investissement. Bonjour Gurvan. Bonjour. Dans un premier temps, pourriez-vous vous présenter votre activité, mais alors en quelques mots, votre métier, et ensuite on verra le parcours qui vous a conduit jusque-là. Eh ben moi c'est Gurvan, j'ai 44 ans, ça fait 14 ans que je suis agriculteur, paysan bio et voilà. D'accord. Donc, alors, là, 44 ans, donc ça fait 15 ans, vous avez dit, ouais. C'est ça, ouais, 14 ans installé. 14 ans. On va repartir depuis le lycée. À un moment, donc, au lycée, il faut travailler. Voilà, et arrivé en troisième, on me demande qu'est-ce que je veux faire dans la vie. C'est vraiment la question vacharde, parce que je connais pas grand monde qui, en troisième, était capable de dire ce qu'il voulait faire. Non, moi non plus. Et un conseiller d'orientation m'a proposé de rentrer en école à Lannion, en école de STI ou je sais pas quoi. Et en gros, c'était un jour, tu as tenu un tournevis et est-ce que ça t'a plu ? Bah oui, ouais. À 15 ans, bah ouais, ça m'a plu. Et bah tu vas faire ça. D'accord. Et ça m'a pas parlé du tout. D'accord, donc alors vous allez quand même en seconde Je vais en seconde, mais à Saint-Hilaire, dans les Côtes-d'Armor, là, en école d'agriculture. Ah, directement, ouais, depuis la troisième, dans une école d'agriculture, ouais. Pour faire, je crois, de l'arboristerie, c'est ça ? Ouais, en fait, au début, il y a une filière qui s'ouvre qui s'appelle STAE, Sciences et Techniques de l'Agronomie et de l'Environnement. Ça me parle, j'y vais. Et sorti de là, une fois que j'ai eu mon bac, STAE, donc c'est un bac technique, je vais dans la même école en BTS, en production horticole, quoi, en bosser en pépinière. D'accord, là on n'est pas dans le maraîchage, donc vous avez travaillé un peu dans la pépinière ? Très peu, juste les stages. La dernière fois, vous m'avez dit que c'était constat dans les pépinières, ils mettent autant de produits chimiques, voire plus. Ouais, parce que comme on mange pas les arbres, oui. Et ben on peut bourriner sur des produits qui sont encore plus toxiques. Déjà, ils sont pas mal toxiques en légumes, mais alors là, je peux vous dire en arboriculture, c'est terrible. Peut-être pas pour les fruitiers, enfin bon. Ouais, même si, tant qu'on mange pas les fruits. Donc en tout cas, mon constat, et cette fois-ci, vous vous spécialisez dans le maraîchage, c'est ça, hein ? Ouais, après une école, un an parti à Paris en école de commerce, ça me plaît pas du tout. Et je reviens en Bretagne et là, je me retrouve à chercher du travail. Et le premier travail que je trouve, c'est travailler en serre hors sol de fraises. Voilà. D'accord, donc il faut imaginer des champs immenses. Ouais, des serres verts. Oui, hors sol. 1,5 hectare de serre hors sol. Ouais. Donc une serre chauffée. Chauffée l'hiver, chauffée l'été. Et comment ça se ramasse à alors genoux debout. Parce que ah oui, debout, donc bien plié, ouais. Ah oui, vous les faites monter. On est à 1 mètre... Non, mais les plants sont posés, c'est des gouttières qui sont suspendues à 1,40 m du sol. D'accord, ouais. Donc ça permet de travailler, en termes d'ergonomie, c'était pas mal.
Mais à peu près que ça qui était pas mal. Mais en revanche, la fraise n'était pas forcément de la meilleure qualité. Enfin, ouais, et puis il faut manger des fraises en mois de février, cramer du fuel et du gaz pour que les plants soient au chaud tout l'hiver. Au bout d'un an, j'avais vu le plan que c'était pas du tout ce que je voulais faire, quoi. Oui, j'ai lu quelque part que, enfin c'est vous qui l'avez dit, qu'une fraise produite en serre chaude, c'est 7 fois plus de gaz à effet de serre. À effet de serre. Ça vous plaît pas? Comment vous sortez de là? Eh ben, je sors de là par une rencontre qui allait devenir mon futur associé. On organise un festival sur la commune à Cléder. On organise un festival de musique et lui est déjà présent beaucoup dans cette association. Moi, je viens d'arriver. Je le rencontre, on discute. Et un jour où j'en ai vraiment ras la casquette de faire des fraises hors sol, je lui demande est-ce qu'il ne chercherait pas un stagiaire pour que moi, je puisse me frotter un peu à ça. J'essaye. Et finalement, l'occasion fait le larron, il accepte et c'est parti. Lui, il a une ferme de combien? Lui, il a une ferme d'une vingtaine d'hectares. Et il s'est installé, à ce moment-là, depuis 3-4 ans, quoi. D'accord. Et déjà, il est dans la polyculture? Ouais, il démarre maraîchage comme ses parents. Ses parents étaient légumiers, donc en industriel. Lui, il est en bio dès le début parce qu'il ne veut pas entendre parler de produits. Il a dû attendre, il faut attendre 3 ans. 3 ans de reconversion, et puis de conversion, je veux dire. Et après, il fait des céréales aussi, donc il fait un peu de pain. Et il fait aussi du pain. Il fait du pain. Et donc, il est boulanger déjà. Voilà. En plus. Voilà. Donc vous arrivez là comme stagiaire, comme stagiaire qui est déjà promis à faire plus, ou au début non, c'est une rencontre. Du tout. Au début c'est stage et surtout se dire, moi j'apprends, je veux voir si ça me plaît, pour ensuite repartir m'installer dans les Côtes d'Armor. Et c'est ça, le projet initial c'est ça. Ouais. Et au bout de quelques mois... Ouais, au bout de 6 mois, les 6 mois sont passés, on s'en est pas rendu compte. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait... waouh, en fait, moi je me rends compte que je peux pas travailler tout seul, ça me plaira pas du tout d'être tout seul sur ma ferme, je vois pas du tout l'intérêt. Et lui, Steph, il s'est dit en fait, moi travailler avec quelqu'un où je peux me sentir soutenu, qu'on crée une espèce d'association d'aide, d'entraide dans le travail. Lui, il s'est senti soulagé aussi d'un poids qu'il avait tout le temps de travailler toujours tout seul. Et donc, j'ai racheté la moitié de la ferme, quoi. Là, il a fallu faire un emprunt. Ah ouais, ouais. Là, tu te saignes les deux bras. T'espères que ça va tenir. Et là, t'es parti pour quelques années de galère. En plus, vous êtes installé dans l'une des régions où la terre est le plus chère, la terre de maraîchage en Bretagne, là, du côté de Poescat. Ouais. Il y a des serres immenses tout autour. Voilà, c'est la grosse industrie, en fait. C'est la grosse industrie. Et nous, on était les vilains un peu. On était un peu quand même considérés comme les vilains petits canards dans la région de Cléder-Poescat, là. D'accord. Alors maintenant, on va attaquer le métier. Il y en a déjà plusieurs. On va prendre le métier de maraîcher. Ça consiste en quoi, là? Semer des carottes, biner des carottes, planter des tomates, ramasser des tomates, préparer les terrains, monter des serres, plein de choses. D'accord, il y a la pleine terre, il y a des serres. Pleine terre, ouais, j'ai 4 hectares de pleine terre. Donc légumes, tout ce qui est choux, pommes de terre, poireaux, céleri. 40 légumes, je crois que vous faites. Ouais, il y a 40 légumes, ouais. C'est énorme, donc. Ouais. Ce qui permet d'aller sur le marché avec une variété de et que les gens viennent au marché et ils ont vraiment une grande gamme. Mais là, on va un peu vite. Parce que là, l'endroit où vous êtes, avec tous les serres autour, là, c'est des gens qui produisent des palettes, ils les expédient à une coopérative qui les vend dans l'Europe entière. C'est ça, ah oui, complètement. Donc ils s'alignent avec les Espagnols, les Marocains, les Hollandais, les Belges aussi, je crois. Ouais. Et vous, dès le départ, quand vous arrivez là-dedans, vous n'êtes pas dans ce modèle-là. Stéphane, donc, n'est pas dans ce modèle-là. Stéphane, lui, c'est carrément désolidariser familialement, de la famille son père et ses parents ont produit toujours pour Prince de Bretagne, et lui, il a dit non, que dalle. Il était en rupture avec son père, son père a compris. En rupture... en discussion, quoi, sur le modèle économique. Pas en rupture familiale, mais en rupture... sur le plan économique, quoi. Il voulait absolument pas faire la même chose que ce que ses parents avaient fait. Et donc, je me rappelle d'une phrase que son père m'avait dit, c'est surtout, moi, je veux pas bosser autant et comme un con comme toi.
Et là, son père, je peux dire qu'il me l'a ressorti il y a pas très longtemps en me disant bah Léon, pour un mec qui voulait pas bosser. Donc il y a un petit peu. Ah oui, il a dit ça à son père. Ouais, voilà. C'est méchant à dire à son père. Ouais, mais il était blasé et fatigué d'avoir bossé parce que lui, depuis qu'il est tout petit, il bossait aussi au champ. Donc il voulait surtout être en rupture par rapport à ça. D'accord, il ne voulait pas être coincé. Ceci étant, il bosse peut-être plus. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Donc maraîchage, on le voit. Après, donc il y a des céréaliers. Vous êtes céréalier comme dans la Beauce, sauf qu'il n'y a pas la même surface. Ouais, heureusement. Ouais. Donc c'est encore un autre. Enfin, c'est pas un autre métier, c'est proche, mais bon, c'est pas la même façon de produire. Hein. Ouais, après, c'est si tu veux, les légumes, quels qu'ils soient, il y a quand même beaucoup d'entretien, que ce soit en récolte, en binage, puis tu blines plusieurs fois et tout ça. T'enlèves les mauvaises herbes. Et sauf que les céréales, tu prépares ton terrain, tu sèmes, allez, un coup de RC-Tri, donc c'est un outil qui permet de décrouter la terre, une fois que ton blé est bien enraciné, et après, tu laisses pousser. Ouais. Donc t'as pas la même quantité de travail à fournir, en fait. Mais par contre, il faut des tracteurs plus grands, idéalement. Ouais, après, nous, on rentre pas dans la politique des gros tracteurs, et on fait beaucoup appel aux entreprises. T'as des entreprises agricoles qui sont là et qui, eux, ont des gros tracteurs. Bon, autant que ce soit eux qui investissent dans les gros tracteurs. Et puis moi, je paye le travail qui est fait, quoi. Mais... Oui, c'est ça, ils viennent occasionnellement, au moment où il y a besoin. Et vous avez 4 hectares, si je me souviens bien. 4 hectares, ouais. Non, 4 hectares de céréales. Ouais, 6 hectares plutôt. 6 hectares, ouais. D'accord. Et ces céréales vous amènent à 2 autres activités. C'est ça qui est intéressant. On va remonter toute la filière. Là. Céréales, ça donne de l'alimentation pour les bovins, c'est ça? Alors non, d'abord le blé. Ouais. Les céréales, je garde le blé pour faire pour faire de la farine. C'est ça. Et la paille, elle, va sous les vaches pour faire du fumier. D'accord, donc elle est utilisée entièrement. Voilà. Alors la farine, c'est un métier, c'est meunier. Ouais. Comment on apprend ce métier? Eh ben, moi j'ai appris sur le tas. Voilà, ça c'est clair. Stéphane savait le faire avant. A fait parce qu'il est là où il avait été en stage avant de s'installer. Le gars faisait déjà du blé, enfin de la farine, tout ça. Donc il a appris plus ou moins comme ça. Mais un peu sur le tas aussi, du coup. D'accord. Et moi j'ai appris avec Steph et j'ai appris ça tranquillement. Et puis au début, tu galères. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu commences à te faire ton œil, à voir ton blé, comment il est qu'il est assez sec, est-ce qu'il n'est pas assez sec. Et maintenant ça roule, maintenant c'est facile. C'est aussi du matériel spécifique? Ouais, c'est aussi du matériel spécifique. Un investissement 10 000 € un moulin, à peu près. 10 000 €? À peu près, ouais. Ouais, ça reste raisonnable par rapport aux chiffres qu'on voit dans l'agriculture. Ouais, mais après, si tu veux, c'est 10 000 €, nous, on est une petite ferme. Et après, il faut rajouter tout ce qui est système de triage, de ventilation pour le blé, parce que le blé, une fois que tu l'as récolté, tu as encore 3-4 mois de séchage, surtout en Bretagne. Puis après, il faut le trier, et après, il faut le dépoussiérer. Et donc, en fait, quand on rajoute tout ça, ça fait des sommes. Tout ça à côté du maraîchage. Donc là, on a le maraîchage, on a le meunier, et on a aussi le pain. Vous allez jusqu'au bout. Voilà. Donc, il faut aussi apprendre le métier de boulanger. Voilà, c'est ça. Donc, pas de CAP boulangerie, parce que ça vient d'un droit du Moyen-Âge, où en fait les agriculteurs crevaient de faim, et donc le roi avait décidé, je sais plus à quel moment ça s'est décidé, mais le roi a dit écoutez, vous pouvez faire des produits à base de farine ou à base de blé que vous avez, ou de céréales que vous avez, pour pas que vous creviez de faim. Et en fait, on s'appuie toujours sur ce droit-là pour faire. Donc, on n'est pas meunier légalement. Nous, on fait de la farine, on fait du blé. C'est ça que vous l'utilisiez vous-même. Hein. Voilà, c'est ça. Le pain, vous avez le droit de le vendre. C'est pareil, les légumes, vous avez le droit de les vendre. Bien sûr, parce qu'on est agriculteur. Donc là, on a maraîcher, meunier, boulanger, céréalier. Et il faut vendre parce que si vous vendez à la coopérative, comme font exactement vos voisins, tout alentour, là, ils font ça. C'est ça. Ils vont à la coopérative avec des immenses tracteurs, des palettes, et ça part dans l'Europe avec des camions. Et vous faites pas ça. Donc, comment vous vendez votre production? Eh ben, on vend sur les marchés, essentiellement. Il y a donc les marchés chez nous à la ferme, et puis le samedi matin à Plouescat, la commune qui est juste à côté. Donc, ce qui est facile parce qu'on n'a pas beaucoup de transport. Et on vend un petit peu dans les biocoop alentours, Saint-Paul et Landy.
et l'Andivisio. Et après, on vend aussi une palette de légumes par semaine avec plein de légumes différents qui part sur Paris, Terroir d'Avenir. Voilà. Oui, vous allez un peu vite, la Tour Terroir d'Avenir. Donc, c'est une entreprise qui met en contact des producteurs bio, des épiciers bio et des même cuisiniers qui ne travaillent que sur des produits bio. Ouais, c'est même pas forcément que bio, mais ils travaillent sur eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de la qualité. Donc, ça soit en légumes, mais que ça peut être en viande, en poisson, en tout ce que tu veux. Et ils travaillent sur la qualité et sur des petites fermes. Ils veulent pas travailler avec des grosses fermes ou avec des gros pêcheurs ou avec des gros éleveurs parce que ils veulent avoir un contact direct et sincère. Alors je dis pas que les autres sont pas sincères, mais ils veulent un peu le truc un peu extraordinaire, le produit un peu sympa. Et donc eux travaillent avec vendent aux particuliers dans leurs magasins et aux restaurateurs qui travaillent avec des bons produits. Et comment le contact a été fait ? C'est vous qui avez pris contact avec eux Ouais, c'est un copain. On avait un copain qui travaille toujours avec eux et qui nous a dit ils cherchent des producteurs. Et on les a contactés, ça a matché tout ça. Et là, du coup, le prix est peut-être plus... Enfin, c'est pas celui de la coopérative, j'imagine. Alors, c'est pas du tout celui qu'on aurait dans une coop. Et c'est... je dirais pas que c'est plus cher pour le consommateur final. En fait, comme il n'y a pas d'intermédiaire, on coupe la poire en deux. Et donc pour nous, on a un vrai meilleur prix. Et pour le client final, c'est pas plus cher. Et la vente à la ferme, c'est compliqué quand même. Ça prend du temps. Faut être là. Les gens arrivent petit à petit. Ouais. Après, c'est un peu de travail, mais c'est aussi un peu l'aboutissement du travail. Enfin, ce qu'on produit, c'est pour être vendu, c'est pas juste pour la gloire. Et sans être un gros capitaliste, faut bien que je gagne ma croûte un peu. Et on va y arriver, se donner et vendre les produits et que les gens viennent à la ferme, c'est quand même pour nous c'est vachement riche en je parle pas d'économie, mais en riche en enrichissement personnel, tu vois. En plus, c'est les voisins, c'est des gens qui habitent dans la région. Ouais, c'est ça. C'est des clients, c'est des locaux. Et puis, même si c'est pas des locaux, souvent, le jeudi à la ferme, c'est des gens qui ont une maison secondaire ou qui viennent tous les ans en Bretagne. Et puis, ils disent, mais moi, j'ai des clients. Là, aujourd'hui, le jour de l'enregistrement aujourd'hui, hier, j'avais un client qui me disait, mais je viens juste d'arriver. Et la première chose que je suis venu, c'est venir chez toi pour te dire bonjour et puis peut-être acheter un bout de pain, quoi. Tu vois, ça c'est touchant. Et en fait, mais enfin, moi, s'il vient d'acheter qu'un bout de pain, c'est super. Mais ça, c'est multiplié après. D'accord, ouais. En plus, vous n'exigez pas un panier minimum. Ah bah non, on manque plus que ça. Ouais. Et c'est à une heure fixe. 17h, 19h. En 2 heures, les gens viennent faire leurs courses, quoi. Et alors, dernier, il n'y a pas de dernier en fait, mais il y a aussi Webmaster, vous avez lancé un site Facebook. Ouais, alors c'est pas vraiment un site, on a une page Facebook et une page Instagram. Non, mais sur laquelle il y a quand même des vidéos, puis il y a les actualités, on voit le veau naître, on voit la préparation du marché, on voit la tempête Sioran qui fait les dégâts, on voit tout, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai commencé à faire ça il y a quelques années. Et puis j'avais plus vraiment le temps de le faire parce que mine de rien ça demande du temps et c'est ma chérie qui a pris le relais et qui un jour a eu une phrase qui était très juste, qui me dit mais en fait vous vous décarcassez pour faire la bio le mieux possible et personne le sait parce que vous montrez pas. Et donc elle s'est intéressée avec son œil de novice, parce qu'elle n'était pas du tout du milieu agricole. Oui, il faut être d'ailleurs pour voir le côté... elle a montré, elle essaye de montrer de manière la plus juste le métier de paysan bio, quoi. Oui, elle le fait bien. Moi, je l'ai consulté, là. On voit un veau naître, on voit le binage. Bon, c'est pas drôle. Hein. On voit les galères aussi. Hein. On voit les pannes mécaniques, parce qu'il y en a pas mal. Quand on a du matériel, forcément, il y a des pannes. Ouais. Et vous essayez de réparer vous-même. Enfin bon. Ceci étant, c'est
Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le terme exploitation familiale au mauvais sens du terme, c'est-à-dire votre femme, à la fois, elle est impliquée, ça lui plaît, je l'ai vu, elle le dit, et elle bosse gratos. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est l'esclavage moderne. Non, C'est un peu la famille chinoise où tout le monde bosse dans le resto. Ouais, même les enfants. Non, mais alors ça me vaut des grimaces incessantes de mes ados qui me disent non mais attends, c'est bon, moi je suis à l'école, hein, j'ai pas besoin d'aller bosser. Bon, je leur demande pas grand chose en fait. Et puis pour Jeanne, elle, je crois que elle est fière de ça. Elle est fière de donner un coup de main à la ferme et pour moi je suis super content de partager des moments. Elle a bien compris que finalement, si elle voulait partager des fois du moment avec moi, fallait venir parce que moi j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Ça, si on se marie, tu te maries avec mon travail. Ouais, voilà. c'est ça. On y reviendra sur les difficultés. Là. Enfin, les difficultés, les joies et les difficultés de travailler autant. Mais peut-être avant d'y passer, ça serait pas mal de creuser un peu parce qu'on a été un peu vite sur le métier. Bon, faut faire ça. Mais par exemple, le pain, c'est quoi les habiletés particulières d'un boulanger que moi je saurais pas le faire, par exemple. Alors, je sais pas. Je pense que tout le monde est capable de faire plein de choses. Et les ressources, on les a en soi. Pour faire du pain, faut accepter de se lever tôt. Faut accepter de se coucher tard. Mais la nuit, quasiment. Voilà. Moi, je pétris mon pain. Ma première pâte, je la pétris à 22h, tu vois. Et donc, 22h, en hiver, ça le fait parce que voilà, t'as pas trop de travail. Mais en plein été, à 22h, ça veut dire que t'as enquillé beaucoup d'heures de la journée. Et on est épuisé tu finis à 8h30 le soir et tu manges et tu te dis, oh punaise, il va falloir que je retourne dans ma boulangerie et là tu comptes, ça fait plus que 1 heure. Tu te dis, ça fait et là c'est dur. Combien de temps il faut y passer là ? J'y passe 1h30 quoi. D'accord. Bon, il faut imaginer, moi je suis allé visiter la ferme, hein, c'est un grand espace avec une très grande table. Ouais, c'est agréable pour travailler, c'est agréable, mais c'est vrai que sans qu'il y ait ça le soir, pour se lever à 4h du matin le lendemain. Le lendemain, lever à 4h pour faire quoi alors à 4h ? Pour mettre en forme la pâte que j'ai pétrie. Ah d'accord. Et pétrir la deuxième fournée ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est des journées ça fait une nuit courte. Pour être un boulanger, faut être, je dirais pas courageux, mais insomniaque. Ouais, ou aimer la radio quoi. Aimer la radio, ouais. Moi ça c'est bien. Il y a Radio U, vive Radio U. D'accord, le pain, après le maraîchage. Le maraîchage, il y a un travail presque prolétaire, hein, de ramasser, tout ça, ouvrier agricole, mais il y a aussi un travail de surveillance générale de la ferme, des maladies, surtout en bio, ou si à un moment il y a une invasion de pucerons, je ne sais quoi. Ouais, alors les pucerons, alors le maraîchage, c'est beaucoup d'observation, c'est ça. Ah oui, il suffit que c'est comme une plante, quoi. Faut bien la regarder tous les jours. C'est ça. Faut pas oublier d'aller voir des poireaux qui sont là-bas, qui sont des fois pas à portée de pas. Des fois, faut aller en tracteur pour aller voir. Et c'est là le problème. C'est souvent ça le problème d'ailleurs. C'est le moment où on est tellement dans le jus qu'on se rend pas compte. Ah, j'ai pas été voir les échalotes au fond. Ah, punaise. Et puis t'y vas, c'est trop tard parce que t'as des mauvaises herbes dans tous les sens parce que t'as loupé une semaine. Et en une semaine, tout s'est dégradé, quoi. Donc c'est pas seulement les ravageurs, c'est même les mauvaises herbes. Et c'est d'ailleurs bien plus souvent les mauvaises herbes que les ravageurs. Les ravageurs, mon plus gros ravageur, c'est le lièvre qui mange tous les haricots verts, tous les petits pois. Donc on est obligé de mettre des filets partout pour protéger. Et malgré mon chien de garde, il garde pas beaucoup. Non, je l'ai vu, il est peut-être trop vieux. Je crois qu'il est trop vieux. Et derrière, il y a encore, on a oublié un métier, c'est éleveur. Éleveur, c'est des bestioles qui coûtent cher, qui sont grandes, des vaches, et qui peuvent tomber malades, qui peuvent se casser quelque chose, qui peuvent être attaqués par des chiens. Enfin, c'est beaucoup de choses. Ouais, après, c'est comme le maraîche. Alors, je dis pas que c'est des plantes, mais c'est beaucoup d'observations. Et puis, on n'a pas un gros élevage. On a un élevage, on a 14 mères, donc ça fait en gros une trentaine d'animaux. En été, par exemple, quand tous les vélages ont eu lieu, on a une trentaine d'animaux. C'est pas énorme. Et surtout, en densité, on est intensif dans l'extensif. C'est-à-dire que on a quand même beaucoup de surface par rapport au peu de bêtes que l'on a.
Par contre, la surface, elle est rentabilisée au maximum en termes de foin, en termes de fauche. Quand les vaches ne mangent pas et qu'on voit qu'elles vont pas pouvoir tout brouter, on va faucher pour récupérer un peu de foin pour l'hiver. Donc on est intensif sur notre surface qui est finalement assez grande par rapport aux troupeaux que l'on a. Vous recourez aussi aux aliments achetés ? Non, jamais. Jamais. Non. C'est 100% alimentation de la ferme. D'accord. Voilà. Et il faut la vendre aussi. Donc Ouais. il faut la vendre, c'est-à-dire qu'il faut tuer la bête, vous la faire tuer, Ouais. récupérer la viande, la découper, tout ça. Alors comment ça se passe ? Eh ben, l'animal part, donc il y a un camion qui vient chercher l'animal et qui va l'emmener au fou. Il y a un abattoir bio. Ensuite, à côté, il y a un boucher qui fait des prestations comme ça pour nous et qui travaille. Il met sous vide. Nous, on va chercher la viande le jeudi et on le vend le jeudi soir, quoi. Pour aller au bout de la réflexion, c'est des animaux, enfin, je les ai vus, ils sont bien traités, tout va très bien, ils sont dehors, enfin c'est une forme de vie idéale. À la fin, il faut les tuer. Ouais. Est-ce que c'est un problème ou c'est le métier tout Alors, simplement honnêtement, c'est pas un problème, mais c'est pas forcément la partie la plus chouette. Oui, bien sûr. Parce que c'est juste que ce qui est dommage, et ça on y arrive, mais c'est difficile, et pour les bovins c'est encore plus difficile. Ce que j'aimerais, c'est que l'animal soit quelque part finisse ses jours chez moi. Du coup, Mais c'est pas possible, pour être clair, non mais même pour être clair, ce serait l'abattage, mais à la ferme. Mais ça, Ah oui. ça, par rapport aux normes, Oui. aux normes, on n'a pas le droit, et ça a été lancé, mais ça a fait faillite parce que il y a beaucoup trop de normes et ça coûte beaucoup trop cher. Et pour un animal, c'est pas rentable. Oui, je comprends, oui, bien sûr. C'est comment une viande, ça peut pas être découpé n'importe où. Non, c'est ça. Vous parlez des normes, c'est intéressant parce que l'autre jour chez vous m'avez dit les normes, il n'y en a pas assez. Ouais. Et or, actuellement, là, en ce moment, là, aujourd'hui, les normes, c'est ce dont se plaignent tous les agriculteurs. Est-ce que vous pourriez expliquer comment vous voyez les normes, vous ? Ouais, alors il y a normes et normes. Les normes en maraîchage, les normes en maraîchage, les normes de production, quoi. Ouais, c'est surtout le côté où en ce moment, on est en train de détricoter tout ce qui a été mis en place pour l'écologie et l'environnement. C'est ça, les normes, c'est des façons de produire, donc des contraintes qu'on impose pour simplement faire des produits, par exemple, je sais pas mettre du plastique sur la terre. Ça fait même pas partie des normes, ça d'ailleurs. Non, ça c'est même pas dans les normes. Ça. Enfin, c'est des façons de produire, ouais. Voilà, donc, qui donnent un label. Nous, on a un label, on est en bio, mais même en bio, on est en train de détricoter ça tranquillement. Enfin, quand je dis on, c'est plutôt le gouvernement qui fait ça, et qui pour se soulager de cette pression des gros syndicats agricoles, pour leur donner, soi-disant pour les aider, et parce que c'est vrai que trop de normes, on peut pas faire ce qu'on veut, peut-être heureusement qu'on peut pas faire ce qu'on veut, parce que sinon on mettrait des produits encore plus toxiques. Déjà c'est déjà assez chaud, mais là on est en train ils ont enlevé la norme d'avoir un certificat. Donc certificat, c'est un certificat d'application de produits phytosanitaires. Donc honnêtement, j'ai fait la formation moi, parce que même en bio, je dois l'avoir. Et j'ai fait la formation, je pense que un élève de CP est capable de l'avoir. Parce que on te demande juste à répondre à un QCM. Si tu as suivi ce qui a été dit dans la journée, les gros syndicats agricoles ont dit non, que dalle, on enlève ça parce que c'est trop compliqué. Donc, on peut prendre un autre exemple aussi à propos de l'agriculture biologique. Avant, il y avait une norme qui était pour produire des tomates, il ne fallait pas les serres chauffées, c'est ça ? Ouais. Et maintenant, on peut faire des serres chauffées et être toujours... Ouais, ça s'est fait en 2 étapes. Première étape, on autorise les tomates bio, donc en pleine terre, chauffées, donc avec du gaz, mais avec une production qui arrive au 1er mai. Et maintenant, justement, exactement comme je disais tout à l'heure, pour, entre guillemets, faciliter le travail de l'agriculteur, on a le droit de chauffer toute l'année, planter ses tomates au mois d'octobre, pour avoir des tomates bio chauffées en France au mois de février.
Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et ça consomme une quantité de gaz énorme. Oui, tout à l'heure, on disait 7 fois plus. C'est ça. C'est pas les mêmes tomates l'hiver, forcément, mais bon. On a des tomates l'hiver, moi, il m'arrive d'en acheter. Ouais. Bah ouais, mais c'est comme manger la galette des rois toute l'année. Je vois pas l'intérêt. D'accord. Donc, on voit le métier. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses. Peut-être, pour vous le préciser un peu, pour le voir plus clairement, quels sont vos interlocuteurs, c'est-à-dire avec qui vous êtes en échange sur une semaine. Il y a vos collègues de travail. Bon, vous êtes 3 l'hiver, c'est ça, C'est ça, ouais. Et l'été, 5, ouais. Ouais, à peu près. Et bon, alors, nos interlocuteurs, ils sont variés. Et c'est ça qui est agréable chez nous. C'est qu'on voit du monde. Donc, ça soit Stéphane, mon associé, Marius, le salarié, notre salarié là, qui vient d'arriver, qui est super. Et qui veut faire la même chose que vous. Et qui veut faire la même chose. Mais pas chez nous. Mais ouais, non, mais c'est bien, c'est vraiment bien. Ouais. Mais c'est cool, parce qu'on fera partie de son... on est une étape dans son avancement de son projet. Et donc, sinon, on voit des clients qui achètent des légumes, on voit des gens de la Biocoop, on voit des techniciens du GAB, donc le groupement des agriculteurs bio, qui nous appellent pour savoir s'ils peuvent venir voir un truc, ou si nous, on a des questions, on les appelle. On a, ça peut être la comptable en ce moment, je sais que là, je suis en lien avec elle pour des dossiers. Il y a les producteurs de plants, le boucher, enfin voilà, il y a vraiment, il y a vraiment un écosystème assez. Ouais, il y a beaucoup de gens. Il y a même des écoles qui sont venues, je crois. Des écoles, et puis puis même des copains qui passent. La télé, Radio U. Ouais, la télé, Radio U. TF1, vous avez vu. Ouais, voilà. Vous débrouillez bien, d'ailleurs, j'ai vu le reportage. Oui, ça fait beaucoup de monde, ouais. Peut-être à ce stade, on peut attaquer la dimension économique, parce que elle est plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'ailleurs, très importante, puisque c'est le point d'équilibre. C'est ça. Soit c'est viable, soit c'est pas viable. Ouais. Et globalement, le problème, moi je le vois tel que, parce que moi-même je suis consommateur, j'ai les poireaux, j'achète 1 kilo de poireaux, soit il est à 2, soit il est à 3 euros. Soit il est à 2 euros bio ou pas bio. Dans ce cas-là, on peut imaginer vite une moulinette et se dire, mais alors pourquoi, comment. Donc comment établir un prix, comment les prix par exemple du poireau, en plus le poireau selon la saison, ça peut être dur de l'enlever, pas dur, si la terre est trop dure, etc. Comment fixer le prix d'une tomate, d'un poireau, d'un kilo de viande? Après, nous, on a des appuis techniques là-dessus. Déjà, c'est assez facile de trouver, que ce soit avec le GAB ou... le GAB, Groupement des agriculteurs bio. Donc, d'accord. Dans le Finistère. Oui, donc il y a des groupes et il y a des groupes, ouais. Et donc, on a une mercuriale qui permet eux, ils ont recensé sur tous les marchés, ils ont recensé partout qu'est-ce qui se vend, quel légume se vend à tel prix. Ça nous permet d'avoir déjà une base. Et après, nous, on adapte par rapport à nos difficultés. Voilà. Il y a des choses que moi, je sais que je suis plus cher qu'ailleurs, mais je l'assume. Voilà, les échalotes, je sais que je suis plus cher que beaucoup. Mais, pour quelle raison? Vous avez idée pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je mets plus de plastique dans mes champs. Donc, je mets plus de bâches noires, de paillage noir pour... Parce que même en bio, on a le droit de mettre... Bien sûr. Ouais. Et vous le faites pas, parce que vous voulez pas laisser du plastique partout. C'est ça. Et comme je le mets plus, en fait, mes rendements d'échalotes ont baissé de 30%, mine de rien. C'est ça, il faut être clair là-dessus. Ouais. Donc, je me dis, en fait, voilà. J'ai décidé de mettre plus cher. Et me dit, c'est le seul légume qui vraiment a pris 30% de plus. Mais ça suppose quand même d'avoir un tableau comptable très très précis de chaque coût de production pour chaque légume. C'est pas facile. C'est pas facile. Des fois, je pense qu'il y a des fois où on n'est pas sur des légumes, on n'est pas sur des prix vraiment. Peut-être qu'il faudrait qu'on mette plus cher, mais après, on s'arrête tout, quoi. Oui, non, mais c'est très compliqué, ouais. Ce qui suppose, en plus d'être maraîcher, meunier, boulanger, mécano, comptable aussi. Ouais, un peu, ouais. Mine de rien, souvent je dis ça, sans être un gros capitaliste, il faut quand même avoir un peu la notion de ce que nous coûte la ferme pour voir si ça vaut le coup de continuer ou pas, quoi. Oui. Et alors, vous y arrivez, ça marche, en tout cas, l'activité dure, et vous vivez, et vous êtes content de la façon dont vous vivez. Ouais. Ceci étant, dans le tableau comptable, il faut faire apparaître les heures de travail. Vous avez un chiffre à peu près, hiver, été, printemps Ouais.
j'avais compté une fois en été. Je crois que j'étais payé à 3,50 de l'heure. 3,50 de l'heure, Ouais. payer 3,50 de l'heure comme maraîcher. Bon, après ça, c'était la plus grosse semaine. Voilà. Je me prélève tant. Plus grosse semaine, et j'étais à 70 heures semaine ou 75, je crois, à ce moment-là. Bon, ça faisait 3,50 de l'heure. Bon, En fait, c'est pas le calcul que c'est vous pas faites. tout le temps comme ça. En fait, vous calculez, ça c'est intéressant, vous calculez pas le temps comme quelqu'un qui travaille chez Renault. Non. Parce qu'il y a un mélange, mais ça c'est intéressant, voir comment tout ça se... Il y a un mélange de vie professionnelle, le boulot, vie personnelle, vie sociale. Et tout ça, ça imbrique apparemment d'une façon qui fait qu'on peut travailler l'été 70 heures, c'est ça Ouais, et puis c'est surtout que c'est un métier que j'ai choisi. C'est Oui. pas du tout un métier qu'on m'a imposé. La cadence de travail, c'est moi qui me l'impose. Donc moi j'assume de bosser autant parce que je sais que c'est le métier qui veut ça et que je le fais pour moi en fait. Et comment vous le faites avec le salarié? Parce que là, c'est compliqué. Là, Alors c'est pas Marius, lui, on lui paye ses heures et il est pas payé 3,50 € de l'heure. D'accord. Mais sans lui, on pourrait pas faire tout ce qu'on fait non plus. Et Oui. sans lui, on serait débordé encore plus et peut-être qu'on aurait arrêté en fait. Ce qui veut dire Peut-être que qu'on arrêterait si on était que tous les deux, Steph et moi, ce serait compliqué quoi. qu'en plus, vous voulez pas... Parce qu'il y a des maraîchers bio qui s'en sortent de cette façon-là en vendant à des gens qui ont l'argent pour payer, quoi. Ouais. Et vous, c'est pas votre souhait? Non, le but c'est quand même que tout le monde puisse manger et en bio ce serait encore mieux. Du coup, nos prix sont... on essaye d'avoir des prix... Déjà, nos prix sont lissés sur l'année. Ce qui fait que les prix lissés sur l'année, quelqu'un qui achète ses légumes chez nous, les perd sur l'année, je te parle de l'année, et en respectant la saisonnalité des légumes, et ben, tu te rendras compte, on peut vite se rendre compte que c'est pas plus cher que d'acheter ses légumes au supermarché. Si tu n'achètes pas des tomates en hiver, si on n'achète pas, je sais pas, des fraises, que les pois, je sais pas, enfin, tu manges pas que des pommes de terre nouvelles. Bon, Oui, si on prend des légumes de saison à la bonne saison et ben tu peux manger bio sur un marché pour le même prix que conventionnel sur un supermarché. Oui, mais ça suppose des contraintes. ça suppose, l'hiver, on en parlait tout à l'heure, de trouver dans le panier des navets, Voilà, et donc c'est sûr. et d'adapter sa cuisine. Mais, C'est sûr, mais après c'est aussi un engagement. Enfin, Oui, moi oui, je le oui. prends aussi comme un engagement quoi. C'est ça, ouais. Peut-être autre... Non, on va passer au plaisir. Pourquoi bosser de cette façon-là, c'est-à-dire beaucoup? En plus, vous avez été musicien, enfin, vous l'êtes encore, mais vous n'avez pas le temps de le faire. En plus, punk, c'est marrant. Le punk, c'est nos futurs. C'est l'exutoire. Et là, ça, c'est un renoncement. Votre femme, pour vous rencontrer, elle vient bosser avec vous. Ouais, alors je dis ça en rigolant, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais pourquoi avoir choisi ce métier? Bah parce que Non, c'est plus que le choisir. C'est vous l'avez choisi, construit, maintenu, Ouais. défendu. Voilà, vous l'avez mis en place. Ouais. Ouais, mais c'est alors souvent on parle de métier passion. Un métier passion, moi ça me fait doucement rire parce que ça peut être une passion, c'est aussi des fois un métier corvée. Mais pourquoi avoir choisi ça? Bah parce que c'est l'éclate. Quoi. C'est difficile à exprimer. C'est hormis l'image d'Épinal de travailler dehors au plein air, ça me fait doucement rire aussi parce que quand Mais ça, ouais, quand on a on voit travaillé le dans une vent, serre ou quand on voit le vent qu'on a eu, Ouais. la pluie, travailler en ciré, franchement, honnêtement, ça a rien de glorieux. Mais non, mais c'est super. C'est un métier qui t'apporte un max de connaissances. Alors, tout à l'heure, on parlait qu'est-ce qu'il faut faire pour être un beau boulanger, mais pour être un bon paysan, c'est la curiosité. Ça, oui, c'est curiosité, il faut beaucoup d'organisation aussi. de l'orga, mais de la curiosité, c'est être curieux de plein de choses, et puis vouloir accepter changer de technique, parce que en fait on pense avoir la bonne technique, et puis moi je vois bien qu'au bout de 15 ans déjà de travail à la ferme, et ben il y a des choses que j'ai fait évoluer, ou moi-même j'ai évolué, et j'ai appris, le métier m'a appris plein de choses. Oui, c'est-à-dire vous poussez très très loin la conception du métier.
Et il y a comme une rétroaction, parce qu'à la fois le changement c'est extraordinaire dans le boulot, ça amène à d'autres choses, mais en même temps ça peut faire de l'angoisse, ça peut faire de la peur, ça peut faire... Ouais, c'est alors c'est pas je dirais là c'est mon cas personnel, hein, c'est moi qui gère les factures, c'est moi qui gère la paperasse. Et ben ça m'a valu quand même des moments où je dors pas beaucoup parce que le stress de comment on va payer les factures qui vont arriver, parce que la production n'a pas été là, parce que le mauvais temps a fait qu'on a perdu des cultures, ou alors on a eu une fois une entreprise qui a fermé. Mais il y a eu la tempête Sioran, il faut le dire, a renversé 3 de vos serres. Hein. Ouais, qui a écrasé, on dirait même, écrasé 3 serres et plié une autre, mais de façon monumentale. Et là, on peut le dire aussi, c'est que finalement, il y a eu une cagnotte de la part de vos clients, c'est ça ? Clients, amis, ouais. Pour financer la reconstruction de ces serres. Ouais, c'est énorme, ouais. J'y croyais pas et en fait, il y a eu une cagnotte de lancée et énormément de monde nous ont soutenus. Et ça a été un gros j'y parle encore avec beaucoup de un pincement au cœur, mais un pincement de bonheur, de gentillesse. J'y croyais pas de cette générosité. Enfin, j'y croyais pas. Je m'attendais pas à autant de générosité pour la ferme et ça nous permet de voir l'avenir un peu plus sereinement que le 2 novembre là où je voyais tout ravager et c'était pas la même. Faut imaginer, moi, j'avais raconté, hein, vous sortez, ça bat partout et vous allez approcher de la serre. Tout de suite la percer pour pas que le vent fasse tout s'exploser. Ouais. Et tout d'un coup, il y a tout qui, voilà, tout qui arrive sur vous. Qui plie, une structure qui devrait pas plier, plie. Et là, on se réveille en se disant, mais punaise, mais qu'est-ce que je fais là ? Et on part en courant et on va se réfugier. Ça fait aussi partie du métier. Moi, je vois aussi peut-être, parce que dans l'émission que je fais, ça m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'autonomie. Il y a une énorme autonomie avec ce que ça se comporte de joie et de problèmes, c'est nous qui allons nous débrouiller tout seuls. C'est ça. Dans les boulots, moi j'étais bibliothécaire, des fois on sait même plus pourquoi on travaille, parce qu'on voit pas la boucle. Vous la voyez immédiatement. Ouais. Donc là, on voit l'intérêt, puis il y a une ambiance, il faut voir, il y a un côté moi je suis très citadin, donc il y a les vaches, il y a le chien, il y a le chat, il y a la boulangerie, il y a la chaleur du pain, c'est des choses très agréables. Ceci étant, vous n'avez pas de vacances, très peu. Comment vous faites pour les vacances ? Eh ben, on a quand même des vacances. On arrive à avoir 4 semaines, voire des fois 5. Ah, c'est vrai ? Si, on arrive à gérer, parce qu'on est 2. C'est 1936, ça. Ouais, tu vois, on y arrive. Bon, on n'est pas encore aux 40 heures, un jour on y sera. Et on est... Comment vous faites avec les vaches, par exemple ? Eh ben, comme on est deux associés, on est chacun... on sait faire tous les postes de l'autre. D'accord, ouais. Donc c'est un inconvénient, parce que des fois, on se dit « il a sûrement pensé faire ça », et en fait, il a pas et lui, il s'est dit « il a sûrement pensé faire ça », donc le truc n'est pas fait. Et des fois... oui. Donc ça peut arriver, mais ça, c'est juste un problème de communication entre nous, des fois. Mais sinon, comme Steph et moi, on sait faire le pain, on sait s'occuper des vaches, on sait biner, on sait tout faire. Et moi, je prends des vacances. Steph, il reste sur la ferme. Steph prend des vacances. Moi, je reste sur la ferme. D'accord. Et les congés de maladie ou les blessures ou les... on gère. On gère. À propos de la santé, je trouve ça très intéressant. La femme de Steph est kiné. Ouais. Et vous a fait un bilan une courbe. Ouais. À cette allure-là, Gurvan, t'as plus de genoux dans 10 ans, c'est ça hein. D'ailleurs, moi j'ai encore des genoux, mais c'est Steph qui lui n'a plus de genoux. Donc on y est déjà. Il a des problèmes de genoux. Ouais, oui, parce qu'il a travaillé toute son enfance à genoux, à récolter, à arracher des échottes et planter des échottes. Donc. Et moi, ce qui m'a plu, c'est votre réflexion. Vous pourriez la développer un peu. Comment penser à la fois un système de production et son corps, les rotules, Eh ben, tu vois, notre schéma agricole sur le fonctionnement de la ferme, c'est exactement ça. C'est on se met, on va biner à genoux quelques légumes, et finalement on a commencé à acheter une nouvelle bineuse, alors qui a coûté un peu de sous, mais qui, mine de rien, en ergonomie au travail, nous a permis de beaucoup moins travailler à genoux qu'avant. Être dans la boulangerie, c'est 1 journée et demie de travail debout, donc pas être à genoux.
On a nos serres qui sont un peu plus grandes que ce qu'on avait avant, un peu plus hautes, je veux dire, nous permettent de pas être pliés en deux à certains endroits. Voilà. Et puis vous alternez un peu comme la culture sur 3 lieux différents. Voilà, c'est ça. Ouais, vous alternez les tâches de façon à ce que le corps bouge comme il faut. Ouais. Et surtout, éviter mais au maximum la monotâche et encore plus la monotâche toute la journée. Moi, c'est ce qui m'a un peu étonné quand je suis arrivé à la ferme, c'est que je voyais Stéphane qui, lui, on avait une planche de carottes à biner, et au bout d'un moment, il dit bah là, on arrête, on va faire autre chose. Alors que moi, en serre de fraise hors sol, j'aurais fait la même chose pendant des jours. Vous étiez un compétiteur, ouais. Et lui, il était là, on disait mais non, on va le diviser en 2, comme ça, et parce que lui, il avait déjà l'information, on va dire kiné, de sa femme qui était là et qui dit mais les gars, si vous continuez comme ça, de toute façon vous allez vous flinguer, quoi. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui dans l'industrie on fait l'inverse, on spécialise au maximum, et c'est une erreur. Les bureaucrates sont tellement spécialisés qu'ils ne bougent plus de leur chaise pendant 8 heures. Moi ça m'a bousillé les coudes avec l'ordinateur. Ouais. Peut-être on peut aller un peu plus loin sur qu'est-ce qu'il y a de pas satisfaisant. Bon, il y a le coût, il y a les vacances, mais bon, les vacances vous en sortez. Le coût, il y a un comptable qui vous aide, il y a les prix, ça tient. L'isolement, non Ouais, ça alors c'est quelque chose qu'on arrive on arrive à pallier à ça, mais ça peut être pour certains. Alors pour certains, ça peut être compliqué. Pour nous, un peu moins, peut-être. En plus, moi, j'ai la chance d'avoir Jeanne qui, elle, avait acheté, avant qu'on se rencontre, une maison à Morlaix. Donc, ça me permet aussi d'avoir un petit côté citadin. De temps en temps, je vais à Morlaix et ça me permet de couper de la ferme. Oui, c'est une très grande ville. Ouais, mais écoute, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ouais. C'est sûr que c'est pas grand comme Brest. Non, mais sortir de la ferme, ça peut être... sortir de la ferme. Et tout à l'heure, on évoquait ça, côté punk, mon passé punk. Mais faire de la musique, c'est aussi ça. C'est aussi se couper de la ferme et faire autre chose, voir autre chose et vous rencontrer d'autres personnes. Et Steph, lui, il a un groupe de musique africaine, de percussion guinéenne, et qui lui permet aussi, pour le coup, de voir d'autres personnes, discuter et se sortir du train-train de la ferme qui peut être vraiment... on peut vite s'isoler si on fait pas attention. Moi, je me rends compte. Vous pourriez devenir finalement, malgré les multi-activités, devenir tout simplement un agriculteur qui fait plein de choses, mais qui ne sort pas de sa ferme. Ah bah ouais, mais l'été, je me rends vite compte que surtout l'été, mon périmètre de déplacement se résume à si on prend la ferme, et ben un arc de cercle de 5 km autour et c'est mad, quoi. C'est ça, parce que les terres sont regroupées et le marché est juste à côté. Ouais, et j'ai pas besoin de bouger, et puis l'été, j'ai pas le temps. Donc. Alors maintenant, si on essayait de prendre un recul, et je pense que, de toute façon, vous l'avez fait, vous voyez dans votre environnement économique, sur la filière bio, actuellement, elle est en crise, parce que les gens veulent moins dépenser, et donc, comme le bio, c'est un peu plus cher, de manière immédiate. Comment vous voyez l'affaire et comment vous d'ailleurs actuellement vous échappez à cette crise? Vous n'avez pas vu de baisse dans vos ventes? Eh ben c'est la vente directe qui nous sauve vraiment. Le fait de mettre nos prix à nous, voilà, de pas avoir des prix imposés par une coopérative ou par le marché. Moi, je fais pas évoluer mes prix. Donc ça veut dire que mon poireau, je le vends 3 euros en été, je le vendrai 3 euros en hiver. C'est pareil. Ouais. Donc il n'y a pas d'évolution. Comment vous avez fait avec l'inflation? Il y a 15-20% d'inflation. Ouais. Alors ce qui se passe, c'est que l'inflation, pour nous, sur du légume ou sur des céréales, sur la production que nous on produit, c'est pas énorme. L'inflation des coûts n'est pas énorme parce que vous n'êtes pas sur l'énergie un maximum. C'est ça. Et puis les prix des semences, une ferme... c'est 700 € de semences légumières par an. Voilà. Bon, 700, l'inflation, avant, c'était 650. Bon, les 50 €, je vais vite les amortir. C'est pas là-dessus. J'ai pas... L'inflation, moi, là où j'ai pris, j'ai pris plus cher, c'est l'énergie. Voilà. L'électricité, ça... Là, c'est clair que l'électricité, moi...
Ce que je payais 400, je le paye 800, quoi. Oui, en plus, vous n'avez pas un four électrique à pain. Non, j'ai un four à bois. Ouais. Vous avez un tracteur de taille petite par rapport à ce qu'on fait maintenant. Ouais. Les serres ne sont pas chauffées, Non, mais heureusement. Il reste quand même des choses. Ouais. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des agriculteurs bio qui hésitent parce qu'actuellement, là, parce que pour se convertir de traditionnel en bio, il faut 3 ans pour que la terre se vide un peu des pesticides et tout ça. Est-ce que vous pensez que la filière bio a de l'avenir ? Ouais, bien sûr. Ce serait dommage d'arrêter ça. Et d'ailleurs, je ne vois l'avenir que sans être manichéen, sans être comment dire, j'ai oublié les mots, mais sans avoir une seule pensée. L'agriculture ne peut aller que vers une agriculture qui va respecter l'environnement. Alors, je sais pas si... Mais ça dépend des paramètres qu'on prend en compte. Si on prend le climat, si on prend la santé des gens, oui, mais bon, on ne prend pas que ça en compte, malheureusement. Ouais, mais il va falloir le prendre, parce que on a tendance à oublier qu'on vit sur une planète. Souvent, c'est un peu édulcoré en disant on n'en a qu'une, mais on vit sur une planète et mine de rien, c'est pas, la planète... on dit on abîme la planète. Non, la planète on l'abîme, mais elle va se refaire. C'est comme si tu avais une égratignure sur la main. Mais c'est nous qu'on a. Mais c'est nous qui allons disparaître. Et ça, clair, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Mais c'est pour ça que l'agriculture bio, faut la respecter et il va falloir. De toute façon, un jour, on y arrivera. Hein. Enfin, les gens on pourra pas continuer à mettre des produits et flinguer toute la faune et la flore. Ou alors l'environnement n'est pas encore assez déglingué. Est-ce que le bon modèle, c'est votre modèle, mais ce qu'il est à étendre, le modèle que vous avez, c'est je produis bio et je vends localement et je transforme le produit même. Je fais avec du blé, je fais de la farine. Vous pourriez faire du fromage avec le lait, etc. Ouais. Est-ce que c'est ça le bon modèle ou est-ce qu'on peut imaginer une agriculture bio, mais ça existe, agriculture bio et productiviste? Ah ouais, alors clairement ça existe, clairement. Mais alors est-ce que tout le monde doit le faire? J'ai pas une boule de cristal. Je ne peux pas savoir. Je sais pas. Mais je pense que créer du lien autour de soi, mais économiquement, je sais pas, peut-être. Mais ce qu'il y a, c'est que on a c'est hors. Enfin, à l'heure actuelle, vu la conception des villes, c'est impossible. Voilà, la réponse est claire. C'est impossible parce que comment on fait pour mettre des maraîchers pas autour de Brest, sachant que dans le centre de Brest, il y a des logements vides et qu'on construit des pavillons à l'extérieur de Brest. Oui, la banlieue, tout le système bagnole banlieue. On est en train d'agrandir les villes, toujours agrandir les villes. Les urbanistes qui réfléchissent sur du long terme disent tous la même chose. Ils disent, on arrête les centres-villes comme on fait. On arrête les méga-centres comme Kergaradec et on crée des petits trucs. Et là, Là, il peut y avoir des maraîchers qui viennent. Mais sinon, actuellement, on part sur une agriculture intensive, bio, mais intensive. Ouais, en fait, vous travaillez sur deux... c'est intéressant comment vous réfléchissez votre travail, parce que vous travaillez sur deux grands axes, à la fois l'environnement, mais aussi le social. Ouais. Enfin, le social au sens, non pas faire du social, aider les pauvres, faire du social, faire de la sociabilité. Créer du lien. Et ça, c'est hyper important pour nous. Et valoriser votre façon de travailler et vous par votre façon de travailler. Ouais. Et ça nous amène au conseil aux jeunes. Ici, il y a un jeune dans le studio, Tilwan, qui cherche du boulot justement, enfin pas encore, mais qui s'interroge sur l'avenir. Quel conseil donner à un jeune qui voudrait travailler, qui serait intéressé, pas forcément immédiatement par je veux être agriculteur, parce que vous faites beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui vous donnerait envie, un jeune homme, une jeune femme de 18 ans, d'aller... Quelle joie vous lui promettez, et quels efforts aussi, et quels efforts vous lui promettez aussi pour vivre d'une façon qui vous, en tout cas, alors que vous avez été musicien punk, je le rappelle, que c'est un truc urbain, etc., eh bien, vous trouvez votre bonheur là-dedans. Et même peut-être l'énergie dépensée avec une guitare, on peut la retrouver dans une ferme, c'est ça qui est intéressant. Voilà, comment parler à un jeune homme comme Tilwan ? Eh ben, c'est pas facile, hein. C'est pas facile comme métier. C'est un métier, et je pense que je serais assez cash en disant, va falloir crocher dedans, parce que c'est un métier qui est usant, qui est
fatigant. Alors là, si t'as des problèmes d'insomnie, tu peux y aller. Hein. Tu dors bien le soir. Mais à côté de ça, c'est tellement enrichissant. En fait, pourquoi faire ce métier-là ? Faut avoir un lien à la terre, faut avoir un lien à l'environnement. Et il est des fois le lien à l'environnement que Marius qui travaille avec nous, il n'est pas le même que le mien. Mais on a tous les deux un lien à l'environnement, mais qui n'est pas forcément le même. Et ça va plus loin, à mon avis, c'est l'environnement social aussi. C'est-à-dire, dans votre village, vous arrivez, vous connaissez tout le monde, ils vous connaissent. Ouais, après, c'était pas le but, quand je me suis installé, c'était pas le but que. Non, mais il y a une communauté autour de chez vous. Enfin, une communauté, c'est un mot que j'aime pas, mais il y a des gens autour de vous qui sont là. Vous existez au sein d'un groupe. C'est ça. Mais c'est un métier qui, mine de rien. Surtout, je parle du mien, quoi. Vraiment, le petit maraîcher bio, le petit agriculteur bio qui vend en direct. On crée ce lien et ce lien nous enrichit. Voilà. Et pourquoi faire ce métier-là ? Ce serait d'avoir la chance d'être enrichi culturellement par plein de gens. Voilà. Oui, on rencontre beaucoup de gens. Ça m'amène sur une question que je n'ai pas posée, on va finir là-dessus. De quelle manière... vous êtes maraîcher depuis finalement votre jeunesse, donc s'il y avait un Gurvan alternatif, punk, des fois ça finit mal, les punks, ouais, ça peut. Mais qui serait maraîcher productiviste ou ouvrier agricole, là ça serait encore plus dur. Oui, ce que je veux dire, c'est de quelle manière la façon dont vous travaillez vous a transformé, vous a apporté quelque chose, vous apporte continuellement quelque chose, c'est-à-dire vous faites de vous quelqu'un d'autre que vous seriez si vous faisiez pas ce travail de cette façon-là. Ouais, alors je suis compliqué, mais... je pense, ouais. Je suis devenu, alors forcément, je suis devenu bien plus écologiste qu'avant. Ça c'est sûr, mais il y a aussi, je sais pas, la prise de risque et alors ce que, ouais. Le sentiment d'autonomie, peut-être. Alors, j'aime pas le mot fierté, parce que souvent, c'est pas utilisé pour des bons trucs. Mais j'ai cette fierté-là, ça m'a donné de la fierté ce métier-là m'a donné la fierté de faire ce métier-là. D'être fier de dire, quand je vais à Brest et qu'on me demande qu'est-ce que tu fais comme métier, alors ils travaillent tous à la DCN, ils sont ingénieurs, je sais pas où. Et moi, je dis, non, moi je suis paysan bio, quoi. Et là... Et au début, je me disais, putain, j'ose même pas le dire parce que pas honte d'être paysan, mais ouais, c'est à l'école, l'agriculture, les écoles d'agriculture, c'était un peu là où on mettait tous les nuls, quoi. Et moi, j'ai été élevé là-dedans en me disant, en fait, tu vas là où tu vas aller en cuisine, alors que c'est débile. Et ce métier-là m'a appris à être fier de ce que je fais et surtout d'être touche à tout, quoi. Ouais, ça c'est ce qui ressort vraiment de tout ce que vous dites. On va s'arrêter là, on pourrait encore continuer des heures, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la ferme de Quérance, on dit le Quérantosval. Voilà, c'est à Plouescat. Alors moi j'habite pas à côté, c'est dommage. On peut y trouver du pain, des légumes, et même des fêtes d'été. Ouais. Avec de la musique. Une fois par an, ouais. Merci beaucoup Gurvan. Merci de l'invitation. Merci, au revoir. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.